Bonjour à tous. Moi, vous me connaissez, c'est Anthony. On est présent aujourd'hui donc dans les studios sur lesquels on a été accueillis par Ophi Invest avec le groupement pour vous présenter justement une série de webinaires qui va arriver, environ 52 d'ici la fin de l'année, où on va justement enchaîner différentes thématiques. Et je suis très content d'être là aujourd'hui parce que c'est notre première dans des bureaux et un studio vraiment incroyable. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ça. Donc merci à toi, Guillaume, pour cette invitation. La première d'une longue série où on va voir différentes thématiques. Et puis vu qu'on travaille de plus en plus avec Abeille et notamment avec Ophi, c'est un grand plaisir d'être accueilli vraiment chez vous. Donc grand merci à tous les deux pour cette invitation et ce moment partagé que l'on transmettra aussi par enregistrement via nos réseaux et puis sur notre intranet AR Groupement. Donc merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui à ce premier webinaire. Et puis, bien évidemment, si vous aurez envie de revoir cette vidéo, elle sera enregistrée, elle sera aussi envoyée via mail et sur l'intranet, mais je l'avais déjà dit. Donc merci à toi Guillaume et merci Marion. Avec plaisir Anthony. Alors peut-être avant de commencer, on va peut-être régler un détail technique. Fred, je vois que y a des personnes. Si pour toi le son est bon, ok, donc ça doit peut-être venir de la connexion des personnes. Ok, très bien. Merci Anthony de ces quelques mots d'introduction. C'est nous qui sommes ravis de t'accueillir, voilà, pour lancer ce partenariat. D'autant que tu nous as annoncé vouloir faire 52 webinaires. Je t'avoue que je suis très impressionné. Je peux vous dire que vous avez de la chance de faire partie de ce groupement parce qu'un tel niveau d'information financière, honnêtement, pour ma part, c'est du jamais vu aussi. Donc on va essayer avec Marion Balestier qui est avec nous, donc qui est gérante de fonds matières premières et en particulier métaux chez Ophi. Donc elle fait partie du pôle de gestion matières premières d'Ophi. On va essayer de dresser un panorama des différents enjeux du moment. Je pense que quand je parle du détroit d'Ormuz, de l'explosion du prix de l'or, de complications sur le transport des matières premières, je pense que ça parlera à tout le monde. Et donc on va essayer avec Marion, mais je n'ai aucun doute là-dessus, de mettre la barre très très haute pour que les 52 suivants aient un petit peu la pression. On est ensemble pour 1 heure. Ça sera en effet disponible en replay. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On compte sur vous pour que ce soit aussi interactif. De préférence sur le chat, parce que sinon, ça peut vite être le bazar. Alors, je fais signe à mon studio. Est-ce qu'on peut afficher la présentation? Super. Alors, avant d'interroger Marion, je vais peut-être vous dire quelques mots sur Ophi. Donc, on est en effet ravis d'être partenaire d'un groupement. D'ailleurs, on sera à votre séminaire. Exactement. Je me prépare déjà. Je fais il va falloir. Donc, voilà, je devrais être prêt ce jour-là. Et je serai ravi de vous rencontrer physiquement. Alors, quelques mots sur Ophi. Ophi, c'est la société de gestion du groupe AMA. Donc, AMA, c'est aujourd'hui Aesio, Massif et Abeille Assurance, avec qui vous travaillez de plus en plus. Donc, on est le 4e gestionnaire d'actifs français. On gère à peu près 200 milliards d'euros d'encours, ce qui nous donne une taille critique assez intéressante. Ça nous permet de gérer sur l'ensemble des classes d'actifs. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, en fait, on existe depuis pas mal de temps, puisqu'on était là à la création de l'AFER. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le contrat de l'Association française d'épargne retraite, qui est la plus grosse association d'épargnants français, avec plus de 700 000 adhérents. Donc, en fait, depuis le départ, l'assureur qui est derrière, c'est Abeille, et le gestionnaire d'actifs qui est derrière, et notamment du fonds garanti de l'AFER, qui pèse plus de 50 milliards, eh bien, c'est Ophi. Voilà. Donc, nous sommes des gérants de long terme, on n'est pas des traders, on n'est pas là pour spéculer et prendre des positions, les déboucler dans la journée. On est vraiment des gérants de long terme, et je dis ça pour vos clients parce que vous êtes amenés à proposer de l'épargne retraite, et c'est peut-être ce qui est important. On se situe sur un temps long. Ceux qui veulent faire des paris journaliers, je pense qu'ils vont plutôt sur des comptes titres et des PEA. Nous, on est vraiment là pour gérer sur le temps long, à la fois en assurance vie, en capi pour de l'entreprise et de l'épargne retraite, et notamment bien sûr avec Abeille. Alors, je vous le disais, on gère sur toutes les classes d'actifs.
Et on essaye de guider nos partenaires dans cet environnement financier qui est parfois complexe, d'autant que, on le sait, hein, quand on propose en tant que courtier des placements, des contrats d'épargne retraite, on ne fait pas que ça. Il y a tout un tas d'autres aspects à gérer et on n'a pas le temps d'avoir le nez rivé sur le CAC 40, même si c'est toujours très passionnant. Donc sachez que chez Ophi, on s'est aussi donné pour mission de faire un maximum de pédagogie financière auprès des distributeurs, mais aussi des clients finaux. Et donc je vous invite à être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre blog de pédagogie financière qui s'appelle Parlons Épargne. Et j'en profite puisqu'on est entre nous. Alors ça, on ne le dit pas trop fort parce que c'est un club privé. On a un groupe Signal. Alors Signal, c'est quoi? C'est l'équivalent de WhatsApp, mais encrypté, en sécurisé, sur lequel on peut vous ajouter si vous communiquez vos numéros de téléphone à Anthony qui se fera un plaisir de nous les faire suivre. Voilà. Et sur ce groupe Signal, alors je ne peux pas vous le montrer là, mais tous les jours, vous avez 3, 4, 5 fois par jour du contenu en direct. C'est-à-dire que nous, des fois dans les trains, dans les avions, on vous fait un petit podcast, on vous transmet des informations. Et ça vous permet, avant d'aller à un rendez-vous, le matin en prenant votre café, de vous tenir informé. On fait tout ça dans un cadre assez décontracté. Donc voilà, si vous voulez faire partie du club Ophi sur Signal, téléchargez l'application Signal comme le dentifrice, et puis vous nous transmettez vos numéros de téléphone. Alors avant de passer sur les fonds métaux, juste 2 mots quand même, parce que si vous travaillez avec Abeille, vous avez pu voir qu'évidemment, en tant que gestionnaire d'actifs du groupe, on a évidemment pas mal de fonds dans les contrats Abeille. Je crois qu'on en a à peu près une 30aine. Juste pour vous passer 2 messages très simples. Évidemment, si vous faites de la retraite, et je sais que vous en faites, vous avez les périns, vous avez les péros pour l'entreprise, anciennement 83. Vous savez que l'épargne retraite se développe énormément depuis la loi Pacte. C'est peut-être une des rares bonnes choses à mettre au crédit de Bruno Le Maire. C'est quand même la loi Pacte. Eh bien, vous avez une solution préconçue dans les contrats retraite qui s'appelle la gestion évolutive, qui est composée majoritairement de fonds Ophi. Vous avez le fonds garanti en phase de sécurisation et vous avez des fonds patrimoniaux largement diversifiés, un fonds prudent, un fonds équilibré, un fonds dynamique. Et comme vous le voyez sur ce graphique, l'intérêt, c'est que quand vous êtes à 20 ans de la retraite, vous mettez un versement programmé en place, 200, 300, 50 euros par mois, peu importe. Vous allez être investi de manière très dynamique. Et petit à petit, vos versements mensuels vont être de plus en plus sécurisés sur des fonds équilibrés, puis prudents, puis le fonds euro. Et quand vous commencez à avoir beaucoup de clients, c'est quand même sympa parce que c'est pas évident d'aller faire des arbitrages tous les ans en fonction de l'âge de son client. D'autant que l'horizon de départ à la retraite est plutôt fluctuant. J'ai l'impression qu'on va bosser un peu plus longtemps que prévu, Anthony. Apparemment. Je ne sais pas si vous êtes... Malheureusement. Si vous y êtes préparé. Donc voilà, pour la gestion évolutive. Donc ça, c'est évidemment pour les versements programmés. Ne pas faire de versement libre dessus. Et je pense notamment au transfert Madelin ou Perrin. Si vous faites un transfert Madelin ou Perrin en cochant la petite case, même allocation que sur les versements programmés, 15 ans avant la retraite, il va être à 80% en action, votre client. Donc, c'est peut-être pas ce que vous voulez faire sur un transfert Madelin à 100 000 euros. Voilà. Pour les transferts et pour les versements libres de manière générale, vous avez toute la gamme Ophi. Vous avez des fonds actions, Amérique, globaux, thématiques. Vous avez les fonds métaux dont on va parler. Et bien sûr, les fonds obligataires. On a une gamme très large. Peut-être vous dire juste 2 mots et après, on donnera la parole à Marion. Sur peut-être les 2 fonds du moment qu'on met en avant sur la gamme obligataire. Vous avez évidemment toujours notre fonds daté, Ophi Invest High Yield 2029, qui propose actuellement un rendement autour de 4,50 à l'échéance. Donc ça, typiquement, quand vous devez faire un peu d'UC à côté du fonds garanti, je crois que chez Abeille, il faut un minimum de 30 ou 50% d'UC pour déclencher le meilleur 30%. taux boosté, voilà, 30% cette année. Si vous voulez vraiment pas vous faire peur, vous mettez un fonds daté. Honnêtement, jusqu'en 2029, vous devriez dormir sur vos 2 oreilles. Sauf si vous êtes connecté au compte Twitter de Trump. Mais ça c'est une autre histoire. Et peut-être deuxième fonds, qui est plutôt un fonds cœur de portefeuille, et c'est moins un fonds opportuniste que le fonds daté, c'est notre fonds crédit flexible qui s'appelle Alpha Yield, Ophi Invest Alpha Yield, qui est vraiment un fonds carte blanche dans l'univers des obligations d'entreprise. Mais ça, ce sera, je l'espère, peut-être l'occasion d'un prochain webinaire. Anthony, tu sais que on va te faire un badge quand tu repars pour que tu puisses revenir quand tu veux. Un bureau même. Voilà, alors un bureau, ça, il faut que j'en parle à mon management, mais on va discuter là-dessus. Alors, voilà, je ne vais pas prendre trop de temps sur cette gamme qui est très large, vous l'aurez compris. En tout cas, n'hésitez pas à nous questionner là-dessus. On va tout de suite passer sur les fonds métaux. Alors, pourquoi on a choisi les fonds métaux avec Marion? Parce que, clairement, en ce moment, il y a une actualité
particulièrement riche sur le sujet des matières premières. Il y a une véritable prise de conscience, je pense, de l'ensemble des investisseurs, des institutionnels, des particuliers. Mais j'ai même envie de vous dire de tout le monde, hein, de Madame Michu qui commence à comprendre qu'il va peut-être y avoir un petit sujet sur les matières premières. Et ça va nous permettre aussi de parler de macroéconomie de manière générale. Donc c'est vraiment un thème à tiroir. Alors, Marion, avant de commencer et de te poser la première question, je suis obligé de faire un constat incroyable. On a 2 fonds sur les métaux, tu vas rapidement nous les présenter. On a un fonds sur les métaux précieux, Precious Metals, et un fonds sur les métaux stratégiques pour la transition énergétique, donc Energy Strategic Metals. Aujourd'hui, tu es très sollicité avec ton équipe, notamment grâce à des performances stratosphériques. L'année dernière, je parle sous ton contrôle, je crois qu'on a fait 90% de perf à peu près sur le fonds Precious Metal et 55 ou 60 50% sur l'autre fonds, sur les métaux stratégiques. Donc évidemment, vous êtes très sollicité, le cours de l'or a explosé, le cours de l'argent a explosé, et on va en parler. Mais avant tout ça, peut-être pour que vous sachiez de quoi on parle, hein, de quelle solution d'épargne on parle concrètement pour vos clients. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la genèse de ces 2 fonds, de leurs différences et de quoi ils sont constitués, sur quoi on va investir au final nos clients? Bien sûr. De quoi on parle? Alors, pour vous décrire tout ça en quelques mots. Donc, aujourd'hui, on est une équipe de 4 personnes chez OFI à gérer les matières premières. En fait, on gère uniquement 2 stratégies sur les matières premières, 2 fonds qui sont investis sur les métaux, comme tu viens de le dire, Guillaume. Un fonds qui est investi uniquement sur les métaux précieux, qui s'appelle OFI Invest Precious Metals. Ce fonds-là, il a été créé en 2012, hein, donc vous voyez, ça date, il a 14 ans d'existence aujourd'hui. C'est un adolescent qui fait à peu près 2,1 milliards d'euros aujourd'hui et qui a un process de gestion extrêmement simple que je vais vous décrire rapidement. En fait, c'est un fonds qui vous donne accès à la performance de 4 métaux précieux et qui vous donne accès, j'insiste, à la performance des métaux et pas à la performance des actions du secteur minier. C'est une distinction qui est extrêmement importante parce que ça ne se comporte pas du tout de la même façon, notamment dans des moments où les actions sont chahutées. Là, on a plus envie d'avoir de l'or que d'avoir des actions du secteur aurifère, par exemple. Donc voilà, ça vous donne vraiment accès à la performance des métaux eux-mêmes. Et on fait ça en format UCITS, donc c'est le format qui est éligible à l'assurance vie, qui permet de pouvoir en mettre dans tous les types de supports, dans tous les types de contrats. C'est une unité de compte comme les autres. Exactement comme les autres. Et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu loger cette stratégie dans un format UCITS. Ce format UCITS, il vient avec quelques contraintes. Déjà, la première contrainte, c'est que la réglementation UCITS vous dit vous ne pouvez pas faire de matières premières en direct dans un fonds de cette catégorie-là. Donc, premier hic, on va dire, rencontré en 2012 quand on a monté cette stratégie-là. Donc, en fait, on procède de façon très simple pour investir quand même. Donc, on ne peut pas faire de matières premières physiques, hein, on ne peut pas avoir stocker de lingots, d'or, d'argent, etc. Ça, c'est interdit par la réglementation dans un fonds. On ne peut pas non plus faire de contrats sur le marché des futurs sur les métaux en direct, parce que quand vous achetez un futur sur ces marchés-là, sur l'or, sur l'argent, vous avez un risque de livraison physique. Si vous oubliez de reporter l'échéance d'un contrat qui se termine, on va dire, à fin juin, si vous oubliez de reporter cette échéance à la prochaine, vous pouvez être livré physiquement du sous-jacent, c'est-à-dire qu'on va vous livrer la matière première en question, hein, des barils de pétrole, des lingots d'or ou peu importe. Ça peut être fâcheux et donc le régulateur l'a complètement interdit aujourd'hui. Donc les clients ne seront pas livrés de palettes d'or, de palettes de lingots d'or. On ne sera pas livrés de palettes d'or, c'est dommage, on n'a pas la place dans nos locaux de toute façon, ni pour des bobines de cuivre, ni quoi que ce soit, donc on ne va pas faire ça comme ça. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on travaille avec des banques qui vont acheter les contrats sur les marchés des futurs pour nous, et elles vont nous délivrer la performance de ces contrats. Donc nous, on a signé des swaps de performance, des contrats d'échange de performance avec ces banques. Elles achètent, elles, sur le marché final pour nous, et elles nous délivrent la performance de façon quotidienne. Donc on a vraiment un fonds qui réplique complètement et très fidèlement la performance des métaux, mais sans posséder
soi-même les métaux, ce qui nous permet d'avoir un fonds qui coche la catégorie UCITS. Voilà. La deuxième contrainte du UCITS, c'est que vous êtes obligé de diversifier vos investissements. Vous êtes obligé d'avoir minimum 5 sous-jacents, 5 actifs différents dans votre portefeuille. Donc, vous ne pouvez pas faire un fonds UCITS qui soit 100% or, par exemple. Ce qui explique qu'on ait aujourd'hui 4 métaux précieux dans ce portefeuille-là. Et on a un 5e actif qui est le contrat 3 mois euro-dollar. C'est un 5e actif qui est là uniquement pour jouer le rôle du 5e actif, qui a une volatilité très faible, qui n'apporte et ne retire quasiment aucune performance. Au fond, on l'a choisi parce que c'était l'actif le plus sécurisé, le plus simple, le plus liquide, le moins volatile possible. Et donc voilà, on ne voulait pas qu'il interfère avec la performance des autres marchés. Les 4 autres actifs sont des métaux précieux. Donc vous avez l'or évidemment, l'argent, le platine et le palladium. Il n'y a pas de 5e métal précieux qui soit coté sur les marchés et qui soit suffisamment liquide pour qu'on puisse investir dedans. Donc on a depuis le début de la création de ce fonds 4 métaux précieux et ce contrat euro-dollar 3 mois. Ici, vous avez donc 35% d'or, 20% d'argent, 20% de platine, 5% de palladium. Ça ne fait pas 100% d'allocation aux métaux précieux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on applique un levier de 125% à cette allocation-là, ce qui vous permet d'avoir à la fin une allocation finale de 43,75% d'or dans le portefeuille, 25% d'argent, 25% de platine et 6,25% d'exposition au palladium, ce qui vous donne bien une allocation de 100% aux métaux précieux. J'ajoute à ça que cette allocation est fixe, elle ne dérive pas avec les effets marchés parce qu'on la rebalance tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà aux limites imposées par la réglementation UCITS en termes de poids maximal pour chaque classe d'actifs, pour chaque actif sous-jacent. Et donc, on rebalance quotidiennement. Ce qui est très bien, c'est que vous pouvez, vous savez tous les jours, en démarrant la journée, exactement ce qu'il y a dans le portefeuille, puisque ça ne change jamais. Vous avez toujours cette allocation, quasiment 44% d'or, 25% d'argent, 25% de platine, 6% de palladium, et ça ne change absolument jamais. Ça tombe bien, puisque j'allais te poser la question justement, est-ce que vous changez parfois si demain vous pensez que le platine va s'effondrer, est-ce que vous pouvez quand même le réduire Alors, on peut faire des modifications, et au cours des 14 années qui viennent de se passer, on a fait une modification dans ce fonds-là. À l'origine, et pendant les 10 premières années à peu près, on avait 20% de palladium aussi dans le fonds, et donc on avait uniquement 5% de SOFR 3 mois, donc de contrat euro-dollar. Si on a réduit le poids du palladium drastiquement à 5%, c'est parce que en 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Par mesure de représailles, les exportations russes de gaz, de pétrole et d'or ont été mis sous embargo par les pays occidentaux. Et donc, la Russie, qui est un énorme producteur de palladium, plus de 40% de la production mondiale annuelle de palladium, s'est mise à déstocker massivement du palladium qu'elle avait dans ses réserves. Et pour faire court, elle a provoqué un effondrement du marché en 2023 qui a fait énormément décrocher la corrélation du palladium avec les métaux précieux. Historiquement, ce fonds il a une corrélation à l'or qui est au-dessus de 80% et qui est très stable. Et la corrélation s'était mise à baisser. Donc le portefeuille commençait à se comporter un petit peu différemment de l'or. Et ça, c'était très gênant pour nous parce que le but de ce fonds-là, c'est quand même de répliquer l'or de façon la plus fidèle possible, tout en ayant d'autres métaux un petit peu diversifiants. Mais voilà. Ouais, ça vous a amené à baisser la pondération du... C'était gênant, même si les perspectives étaient plutôt bonnes sur le métal, mais on n'avait pas envie d'avoir un marché qui était dirigé par des facteurs un peu exogènes, un peu géopolitiques, etc. Donc on a réduit le poids du palladium, mais c'est le seul changement qu'on ait fait. D'accord. Évidemment, si demain on avait un changement de paradigme, un changement structurel très très important sur un de ces marchés-là, vous les changerez. On pourrait changer les pondérations. C'est peut-être ce qui est important de retenir. Merci beaucoup Marion. Donc, vous comprenez, avec nos 2 fonds métaux, donc ce premier fonds sur les métaux précieux, vous avez un accès au sein des contrats d'assurance vie et de CAPI à une unité de compte qui vous permet d'avoir la performance de certains métaux et rien que la performance de ces métaux, puisque on n'a pas eu le temps de le dire, mais en plus on couvre le risque de change, puisqu'évidemment ces métaux ils s'échangent sur des marchés en dollars.
Et nous, le but, c'est pas d'avoir une hausse de l'or de 10% et une baisse de 10% du Exactement. dollar qui fait que vous allez expliquer à votre client qu'il a fait 0 alors qu'il voit le cours de l'or monter. Donc voilà, on couvre le risque de change. Et peut-être ce qu'il faut retenir, et je pense que c'est peut-être l'information la plus importante, on va dire commercialement, pour vos clients, c'est qu'il y a une corrélation historique de ce fonds autour de 80% au cours de l'or. Et donc pour les clients qui vous demandent s'il y a moyen d'investir sur de l'or, plutôt que d'aller acheter des lingots ou des louis d'or aux vendeurs du coin, vous pouvez en proposer de manière totalement liquide en assurance vie. Vous rentrez, vous sortez, encore une fois, avec des arbitrages quotidiens. Donc ça, c'était le premier fonds, Marion. On a bien compris, c'est vraiment un fonds unique sur le marché français qui est très différenciant. Et on parlera tout à l'heure du contexte macroéconomique et de son intérêt. Et donc le deuxième, alors je crois que tu parlais d'un adolescent pour le premier qui était né en 2012. Bon, là, on est plutôt sur la maternelle. Oui, c'est ça. Là, on est en petite section, ou en moyenne section. Il a 4 ans d'existence, ce fonds-là. On l'a lancé début 2022. Donc, c'est un fonds qui fonctionne de la même façon que le fonds Precious Metals, au savoir qu'il investit exactement de la même façon. Simplement, il investit sur d'autres métaux. Il investit non plus sur l'or, l'argent, le platine et le palladium, mais sur des métaux qu'on considère comme stratégiques pour la transition énergétique et pour un certain nombre de nouveaux secteurs émergents qui utilisent énormément de ces métaux-là. Et donc on s'est dit, à partir de 2020, on a commencé à se dire, tiens, la transition énergétique est en train de décoller, il y a des gros investissements, c'est des investissements long terme, et tous ces secteurs-là, ces sous-secteurs-là, que ce soit les véhicules électriques, les batteries, les panneaux solaires, etc., ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont très très consommateurs de métaux. On n'avait pas encore vu les nouvelles vagues que sont les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, les data centers, etc., ni la robotique, ni la défense, ni toutes ces choses qui s'empilent pour créer de la demande supplémentaire sur les métaux. Mais voilà, on avait juste vu la transition énergétique et on s'était dit, il y a certainement quelque chose à faire là, puisque il n'y a pas aujourd'hui trop de support d'investissement sur les métaux. Et si, comme on est amené à le penser, la demande explose, en face de ça, nous qui sommes un peu connaisseurs de ce marché-là, on sait que la production n'est pas du tout en train de se développer, et donc il va y avoir un souci, donc ça devrait être positif pour les prix. On en parlera un petit peu plus en détail. Mais oui, voilà. bien sûr. En mais gros, ça permet d'expliquer concrètement. Voilà, parce que là, pourquoi on a choisi de lancer un fonds comme ça. Exactement, on va rentrer dans le détail du contexte, de l'intérêt, etc. Et ça vous permet, vous, parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même que vous conseillez vos clients de savoir de quoi on parle. Vous avez 2 fonds uniques sur le marché français, un fonds sur les métaux précieux corrélé à 80% au cours de l'or, et un autre fonds qui applique les mêmes méthodes, finalement, à répliquer la performance de certains métaux, mais cette fois-ci pour des métaux vraiment industriels, et en particulier des métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique. On va y revenir dans quelques instants. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Marion, si tu le veux bien, pour parler de cet adolescent qui est né en 2012, donc notre fonds métaux précieux, qui atteint aujourd'hui 2 milliards... Il fait 2,1 milliards, le fonds métaux précieux, oui, tout à fait. Voilà, donc il grossit, c'est un adolescent qui grossit à vue d'œil. Un beau bébé. On a beaucoup d'investisseurs qui rentrent ces dernières années, et notamment des institutionnels et ce qu'on appelle des family office. Donc, vous savez, c'est des cabinets de gestion de patrimoine qui gèrent des grandes fortunes, parfois même des single family office, de très très grandes fortunes. Alors, on sent qu'il y a vraiment un intérêt pour ces métaux précieux, en particulier pour l'or et l'argent. Le cours de l'or a explosé l'année dernière, on l'a dit. Le cours de l'argent, je crois que c'est même encore plus. Qu'est-ce qui explique cette fièvre de l'or qu'on a pu observer l'année dernière ? Alors, l'année dernière, c'est vraiment l'année des métaux précieux, au sens où tout le monde commence à s'intéresser au thème. On a vu je ne sais combien d'articles dans les journaux parlant de ça, etc. Et puis on a vu vraiment les investisseurs privés arriver tous de tous les côtés. On l'a d'ailleurs bien vu dans notre fonds, des gens qui n'avaient jamais fait d'or et qui ont commencé à en acheter. Mais en fait, sur l'or, quand on regarde un petit peu le marché, il faut dézoomer et repartir au moment du début du rallye sur ce marché-là. Et le déclic en fait sur ce marché, c'est 2022. J'en parlais tout à l'heure, en mars 2022, la Russie envahit l'Ukraine et la Russie fait face à des sanctions de la part des pays occidentaux.
Et l'une des sanctions, c'est le gel des avoirs russes, donc les réserves de change de la Banque centrale notamment, libellées en dollars. Et la Banque centrale de Russie, elle a 65-70% de ses réserves de change qui sont investies dans des actifs américains, typiquement des bons du Trésor américain, ce qui est le cas d'énormément de banques centrales à travers le monde. Parce que les bons du Trésor américain, c'est l'actif liquide, c'est l'actif sans risque, c'est l'actif... c'est la base de tous les actifs. C'est la base de tout. Ouais. C'est la base. Et en fait, les autres banques centrales des pays, notamment des pays émergents, voient ce qui est en train de se passer pour la Russie, voient que les actifs russes sont confisqués, puisqu'ils sont gelés, la Banque centrale n'a plus accès à cette partie de ses réserves de change, et se dit, moi aussi j'ai 70%, 80% de mes réserves de change qui sont investies en bons du Trésor américain. Qu'est-ce qui va se passer demain si j'ai un conflit avec les États-Unis ? Si j'ai, les relations géopolitiques se détériorent. Et il y a une banque centrale notamment qui voit ça, c'est la banque centrale chinoise, qui a des réserves de change absolument énormes, 1300 milliards, 1300 milliards de dollars, je crois, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc vraiment le poids lourd, on va dire, de ce marché-là. Et 2022, je vous rappelle, il y a déjà eu un mandat Trump. Les relations avec les États-Unis sont très nettement en train de se détériorer pour la Chine. Et donc, toutes ces banques centrales-là se mettent à vendre des actifs en dollars. Et elles achètent en face un actif qui est neutre politiquement et qui est sans risque de contrepartie et que vous pouvez détenir physiquement dans vos coffres. Bon, là, nous, on trouve ça plus simple d'investir dans un fonds, mais évidemment, du point de vue d'une banque centrale, elle, ce qu'elle veut, c'est acheter de l'or physique et le détenir dans ses coffres. D'ailleurs, c'est l'Allemagne qui a rapatrié, je crois, son or... L'Allemagne rapatrie son or basé à New York, parce que bon, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux de l'avoir au chaud dans ses propres coffres. Mais voilà, les banques centrales ont ce déclic de se dire, en fait, mes actifs américains, ils peuvent très bien se retourner contre moi, ils peuvent être utilisés comme une arme contre moi, donc je vais baisser cette allocation-là et je vais acheter quelque chose que je peux détenir physiquement, qui sera vraiment à moi. Donc elles se mettent à acheter massivement de l'or. Et c'est comme ça que les achats d'or annuels des banques centrales passent d'environ 500 tonnes par an à plus de 1000 tonnes. Donc depuis 2022, on est sur ce rythme d'environ 1000 tonnes. Sachant que pour contexte, la production d'or dans le monde, c'est à peu près 4500 tonnes par an. Donc il y a près d'un quart de la production d'or qui va directement dans la poche des banques centrales aujourd'hui, tous les ans. C'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que même si ces achats ont fortement augmenté, la plupart des banques centrales disent qu'elles veulent encore augmenter leur allocation à l'or dans les prochaines années. Et quand vous regardez, je ne sais pas si on voit très bien, sur la partie de droite, cet histogramme qui montre en fait l'allocation à l'or des banques centrales dans le monde, vous voyez qu'il y a tout un bloc des pays du G20 qui ont 70 à 80% d'allocation à l'or dans leurs réserves, dont les États-Unis, les pays européens, etc. C'est un héritage des accords de Bretton Woods et tout ça. Donc il y a ce bloc-là, et puis il y a le reste du monde. Et en fait, dans le reste du monde, vous voyez que l'allocation à l'or, elle est relativement faible. La moyenne mondiale, c'est un peu plus de 20%. Dans les pays émergents, la colonne EM que vous voyez, c'est un peu plus de 10% à peine. Et la Chine, puisqu'on parlait du poids lourd en termes de force de frappe d'achat, la Chine, elle est officiellement à 8% d'allocation à l'or dans ses réserves de change. Officieusement, elle est à peu près à 12%. Elle ne déclare pas tout ce qu'elle achète, parce que bon, elle essaie de rester discrète, comme elle sait que c'est... ça fait monter les cours. Ça fait monter les cours, évidemment, puisqu'elle a des gros montants à investir, mais elle a que 12%. Et depuis 2022, donc en 4 ans, elle a acheté 3-4% d'or dans ses réserves de change. Voilà. Si elle veut juste rejoindre la moyenne mondiale qui est à peu près à 20%, il lui faut 24 mois d'achat d'or supplémentaire au même rythme. D'accord, donc on a encore une tendance des banques centrales. Ça donne une tendance longue sur ce marché-là. Et c'est vraiment un gros soutien au marché. On en parle parce que c'est important. Elle continue d'acheter... que ce soit à $1,500 l'once ou à $5,000 l'once, elle continue d'acheter. Donc ça crée un soutien naturel à ce marché-là. Bien sûr. Quand le banquier central a un programme d'achat d'un actif sur l'année, finalement, quel que soit le cours, il aura tendance à rentrer. En tout cas, c'est le cas sur l'or. Alors, tu nous parlais de la dédollarisation, de la crainte un peu du sud global, comme on le dit aujourd'hui, de cette hégémonie du dollar, du caractère extraterritorial
du dollar, et c'est pour ça aussi qu'ils veulent s'en prémunir en achetant de l'or. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une inquiétude sur la dette américaine ? Ben en fait, tout ça vient se connecter. C'est pour ça que c'est intéressant de repartir du comportement des banques centrales, parce que c'est elles en premier qui ont commencé à regarder les investissements américains d'un autre œil, en se disant, bon, voilà, est-ce que c'est si sécurisé que ça d'investir dans les actifs américains ? Mais c'est vrai que ça s'est répandu au monde des investisseurs privés à partir des débuts 2025. Janvier 2025, c'est l'investiture de Donald Trump 2.0, avec une nouvelle intensité, même si son mandat de 2016 avait déjà été quelque chose. Mais là, on est... je pense qu'il a plongé tout le monde. Un cran, 10 crans au-dessus même, je pense. Je crois que les gérants parfois me disent que les semaines sont longues avec Donald Trump. Les semaines sont très longues. Les heures même, des fois. Surtout en ce moment avec le conflit au Moyen-Orient, on se réveille, il a changé d'avis 3 fois dans la nuit, bon bref. Mais en tout cas, il a créé beaucoup de nouvelles incertitudes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les séquences de 2025. Moi, j'en ai oublié plein, mais il a quand même expliqué qu'il allait attaquer le Groenland, Cuba, le Canada, renommer le golfe du Mexique. Il a attaqué le Venezuela, il a attaqué l'Iran. Bon, bref, il a créé énormément d'incertitudes. Donc il y a ça déjà. Et puis, il faut bien constater aussi que la dette américaine est en train d'exploser. Avant 2008, avant la crise financière 2008, on était à moins de 60% de dette sur PIB aux États-Unis. Là, on est à 125% fin 2025. Et quand on regarde les projections qui sont faites par le Congrès américain lui-même, on voit qu'il n'y a aucune intention de ralentir sur la trajectoire d'endettement. Les projections, c'est ce qu'on voit en violet, c'est ça, sur le graphique. C'est ça. Ça, c'est la dette fédérale. Ça fait peur. C'est une pente... très raide. Et quand on discute avec des analystes d'ailleurs qui sont un peu spécialistes de ce qui se passe à Washington, ils nous disent mais absolument personne à Washington n'est dans un état d'esprit de réduire l'endettement américain et le déficit budgétaire, quoi. Ça ne les inquiète absolument pas, parce que c'est les États-Unis, il y aura toujours des acheteurs, etc. En tout cas, ça commence à inquiéter un petit peu les investisseurs, même privés. Et voilà, l'actif sans risque qui perd... l'actif qui est considéré complètement comme dérisqué, la base de tous les portefeuilles, eh bien, avec un niveau d'endettement qui frôle les 130%, on n'est plus exactement sur la même perception. Et donc, c'est aussi pour ça que les investisseurs privés commencent à se poser des questions qui concernent la diversification vers des classes d'actifs moins risqués, vraiment sans risque de contrepartie en tout cas, notamment l'or. C'est ce qui fait qu'on commence à avoir bien sûr une diversification sur l'or plutôt que d'acheter en permanence des bons du Trésor américain, donc de la dette d'État américaine. Donc on a ces deux moteurs très puissants, la volonté de sortir un peu du dollar et de la dépendance à la dette américaine. Et on le sait aussi, on peut se le dire, quand on a des trajectoires de dette pareilles, à un moment donné, le remboursement, il se fera... en tout cas, c'est ce que les investisseurs anticipent aussi un peu en monnaie de singe, avec le fait de faire tourner la planche à billets. Et quand vous voulez vous prémunir contre ça, qu'est-ce que vous achetez ? Vous achetez de l'or. Donc c'est aussi pour ces raisons-là qu'on a l'or qui est en train d'augmenter dans les portefeuilles. Alors justement, pour parler des portefeuilles, pour être très concret, pour les membres d'Air Groupement qui nous écoutent, quel peut être l'intérêt de détenir de l'or, ou ce fonds qui est corrélé historiquement à 80% au cours de l'or? Quel est son intérêt dans les portefeuilles? Alors, son intérêt, c'est la diversification. En fait, si vous regardez aujourd'hui, toutes les classes d'actifs traditionnelles se sont hyper recorrélées depuis la crise du Covid, en fait. Depuis 2020, vous aviez des corrélations négatives entre les marchés obligataires et les marchés actions. Aujourd'hui, la corrélation est fortement négative, c'est-à-dire que tout bouge dans le même sens. Donc, quand vous voulez un portefeuille diversifié avec des choses qui vont se compenser dans les différents contextes de marché, ça ne fonctionne plus. Et par contre, si vous mettez un petit peu d'or dans votre allocation, ça vient vraiment apporter de la diversification. Tout le monde a fait tourner ses modèles là-dessus et montre que ça participe à offrir de la diversification. Ce graphe-là qu'on a sous les yeux, il est intéressant parce que ça montre le comportement du marché action américain en bleu, c'est ça, ouais, c'est ça. L'indice Gold Miners en vert, c'est-à-dire l'indice des actions minières aurifères, donc les
compagnies minières qui font de l'or en vert et l'or est en orange. Et en fait, on voit que dans la plupart des cas, quand il y a une grosse correction sur les marchés actions, les actions minéraux-aurifères vont suivre la tendance. Ouais, ça reste pendant des que actions. l'or, lui, il va dans l'autre sens. La seule exception, c'est octobre 2008, parce que l'or a fortement baissé pendant le premier mois de ce déclenchement de la crise financière, au moment de Lehman. Pourquoi l'or a fortement baissé ? Parce qu'en fait, c'est un actif qui est extrêmement liquide, et quand on a une crise de cette ampleur, tout le monde a d'énormes appels de marge à payer, et donc on balance tout ce qui est liquide dans le marché pour pouvoir juste récupérer des liquidités et payer des appels de marge. Mais vous regardez à partir de novembre 2008, l'or est parti après sur une trajectoire haussière très très longue. Et voilà, les actions du secteur de l'or et l'or ne se comportent pas pareil dans des moments de correction des marchés actions. D'où l'intérêt d'avoir le fonds Precious Metal en portefeuille. Alors, je vois qu'il est déjà 38, donc ce que je te propose, Marion, maintenant, c'est un petit challenge. Ouais. C'est de répondre en 1 minute par question. Ok. Voilà. Je sais On va essayer. Je sais que tu peux le faire, Marion. Ah ouais, ça marche. Alors, on a aussi beaucoup parlé de l'argent, on le disait, qui a surperformé l'année dernière. D'ailleurs, le fonds Precious Metal a une performance qui est supérieure au cours de l'or grâce à l'argent, je parle sous ton contrôle. Oui, tout à fait. Et pour autant, la production d'argent est supérieure à l'or. Alors, la production d'argent est supérieure à l'or, mais l'argent est utilisé dans plein de domaines. Il faudrait qu'on passe sur le slide qui est encore et encore un peu. Voilà. Non, sur le slide d'avant, en fait, s'il te plaît. Voilà. En fait, l'argent est le meilleur métal d'électrification au monde. Là, on rentre, ça y est, un petit peu dans le monde industriel cette fois. On sort du côté investissement financier sur l'or et tout ça. L'argent, c'est le meilleur conducteur d'électricité au monde, tout simplement. C'est meilleur que le cuivre, que l'aluminium, que quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est utilisé partout dans les secteurs industriels. Et vous savez qu'on est un monde qui est en pleine électrification. Donc, la demande d'argent a explosé ces dernières années pour cette raison-là. Je vous donne juste un exemple. Vous prenez le secteur des batteries des véhicules électriques et le secteur des panneaux solaires. Dans ces deux technologies-là, il faut de l'argent pour conduire de l'électricité à l'intérieur du dispositif. En 2015, la demande d'argent qui est liée à ces deux secteurs, c'est quasiment 0%. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, ces deux secteurs, ils n'existent quasiment pas. En 2025, ces deux secteurs-là, ils représentent 30% de la demande annuelle d'argent. Voilà, c'est absolument énorme. Pendant ce temps, les autres secteurs qui sont consommateurs d'argent, eux, ils n'ont pas moins consommé. Donc la demande totale d'argent, elle a tout simplement explosé ces dernières années. Voilà, donc l'argent, c'est un métal qui est demandé sur le plan des investissements financiers. Et en 2025, il a suivi la tendance de l'or. De plus en plus d'investisseurs se disent j'ai de l'or, je vais aussi mettre de l'argent parce que ça diversifie, parce que c'est un autre métal précieux qui se comporte bien, qui a une corrélation forte à l'or, etc. Mais tout le monde se dispute, si vous voulez, ce marché-là, parce que les industriels aussi, eux aussi, veulent consommer de plus en plus d'argent. Et ces dernières années, ça crée une situation où vous avez beaucoup plus de demandes que d'offres sur ce marché-là, parce que la production minière, elle n'augmente pas du tout en claquant des doigts. On a coutume de dire que c'est l'Agence internationale de l'énergie qui dit que pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre dans le monde, il faut en moyenne 17 ans, du moment des investissements au moment où on commence à extraire le métal. Et c'est exactement la même chose sur les autres métaux qui sont extraits sur les mêmes procédés. Donc l'argent ne fait pas exception. On ne peut pas ouvrir de nouvelles mines d'argent du jour au lendemain. Donc la demande explose et vous avez moins de production, ce qui fait que vous avez cette situation de déficit sur ce marché, qui est en fait un mot un petit peu trompeur parce que vous ne pouvez pas avoir de déficit sur un marché de matières premières. Vous ne pouvez pas consommer de matières premières que vous n'avez pas. Donc pour éponger ces déficits, on est obligé de puiser dans les inventaires qui sont existants. Et c'est ce que vous voyez sur la partie rouge à droite, là. Vous voyez que les inventaires d'argent, ils sont quasi complètement effondrés ces dernières années. Donc vous avez une situation hyper tendue sur ce marché-là parce qu'il n'y a pas assez de métal physique pour les investissements, ni pour la partie industrielle. J'ai pris beaucoup plus d'une minute pour te répondre, je suis désolée. C'est toujours aussi passionnant, donc moi j'ai toujours du mal à t'interrompre, mais on a compris en tout cas que voilà, sur l'argent, il y avait aussi des lames de fond
en termes de déséquilibre offre-demande et c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il y a encore du potentiel, beaucoup de potentiel sur ce métal. Est-ce qu'on peut prendre peut-être 1 minute pour parler de la dernière grosse position du fonds? Donc on a l'or en premier, hein, on l'a vu, vous avez maximisé votre expo à l'or. Et ex-aequo, on a aussi avec l'argent le platine. Est-ce que c'est un peu comme sur l'argent, il y a aussi un déficit? C'est un peu comme sur l'argent. Vous voyez, donc 2023, 2024, 2025, 2026 va être en déficit aussi. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, on a une demande qui augmente de partout. La demande industrielle augmente parce que ça sert à faire notamment des pots catalytiques et c'est très utilisé quand on fait des véhicules hybrides. Et l'hybride se développe dans tous les pays en ce moment parce que c'est pas forcément évident d'avoir que des véhicules électriques. Les véhicules diesel ou essence, ça commence à être compliqué, encore plus depuis le début de la crise au Moyen-Orient. Donc il y a une énorme demande pour les véhicules hybrides, donc il y a une demande très forte de platine et de palladium d'ailleurs, par la même occasion. Et le platine, c'est aussi un métal de bijouterie. Et avec un cours de l'or qui est à 5 000 $, il y a beaucoup de substitutions vers le platine, qui est un métal qui sert notamment à faire des jolies montres. Et donc, ces 12 derniers mois, la demande de platine pour la bijouterie a explosé. Et donc, c'est toujours pareil, hein, toutes ces demandes-là, nouvelles, s'empilent les unes sur les autres. Et en face de ça, on a une production qui n'augmente pas. Sur le platine, elle a même tendance à baisser, parce qu'on n'a pas eu d'investissement ces dernières années dans la production minière. Sur ce métal-là. Vous voyez ça comme un métal un peu, je sais pas, c'était un petit peu oublié par le marché, on va dire. Et donc, on a une production qui est en fait déclinante parce que les mines vieillissent et si on n'investit pas de nouveau, le rendement des mines a tendance à diminuer. Donc, vous avez cette situation-là de façon récurrente, quoi. Ok, merci pour tous ces éléments, Marion. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est tous, je l'espère, vous aussi convaincus de l'intérêt de ces métaux et de l'intérêt de placer nos clients dessus. Mais alors, après une performance stratosphérique l'année dernière, on l'a dit, 90% pour ce fonds, on a eu beaucoup de volatilité depuis le début de l'année. Alors, très rapidement, à quoi c'est dû, même si on s'en doute tous un peu. Et puis surtout, est-ce que ça ne remet pas en cause, finalement, ces lames de fond dont tu viens de nous parler? Oui, la volatilité, on l'a eu à partir du mois de janvier, même peut-être un petit peu avant. Pourquoi? Parce que en fin d'année, le marché commence à être vraiment travaillé par tout le monde, y compris des investisseurs particuliers. Ça devient, pour la faire simple, un thème à la mode sur Reddit, hein, et donc vous commencez à avoir tout le monde qui achète des ETF ou qui investit comme il peut sur cette classe d'actifs-là. Et c'est comme pour les actions, hein, quand vous avez ce genre d'effet de mode, vous avez des flux importants qui viennent vers ces marchés-là, je crois que qui peuvent aussi repartir assez rapidement. C'était Rothschild qui disait quand votre coiffeuse commence à vous parler des actions, c'est le moment de les Exactement, de les vendre. Ça commence à être un petit peu... Rockefeller. En tout cas, ça ne remet pas en cause le thème fondamental, mais c'est vrai que ça crée de la volatilité. Et puis évidemment, depuis fin février, vous avez la crise au Moyen-Orient. Et la crise au Moyen-Orient, ça a fait une chose... le prix du pétrole monte. Pour l'instant, ça n'inquiète pas du tout les marchés en termes de croissance, donc les actions n'ont pas bougé. Par contre, ça fait monter les taux. Et quand les taux montent, les métaux précieux ont tendance à corriger un petit peu. Et donc, au gré ça a fait des dents de scie, hein, le cours du pétrole, et donc évidemment les niveaux de taux aussi, au gré des annonces de Trump pendant tout le mois de mars et le mois d'avril aussi. Et donc, ça a créé de la volatilité sur ces marchés. Au final, le fonds est toujours en hausse de à peu près 9%. Il a plus 9 d'après mes derniers chiffres de ce matin. Ouais. Il est à plus 9 depuis le début de l'année. Donc, on n'est pas non plus sur une correction à proprement parler, mais ça a créé de la volatilité. Maintenant, les thèmes dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire le besoin de diversification des investisseurs, les achats des banques centrales, sachant que les investisseurs privés, ils ont toujours une allocation très très faible à l'or. Donc il y a toujours de la place. On n'a pas eu le temps de vous montrer les graphiques, mais il y a encore énormément de place dans les portefeuilles. Et ça me fait une transition parfaite pour peut-être pour un côté pratico-pratique sur ce fonds. Merci Marion, on a compris l'intérêt de l'or, de l'argent et du platine dans les portefeuilles. Mais on a aussi compris qu'il y avait de la volatilité sur ces fonds. Évidemment, vous êtes sur des fonds de matières premières, donc vous avez une volatilité qui est au moins égale à celle des actions historiquement et même supérieure. Et en plus, il y a un phénomène dont on parlera peut-être sur le fonds sur les métaux stratégiques pour la transition énergétique, c'est qu'on est sur des prix spot.
Et donc, ça rajoute de la volatilité. Donc, évidemment, même si vous êtes très convaincu par toutes ces explications, vous n'en mettez pas 50% dans les portefeuilles. On pense que 5%, par exemple, ça peut être intéressant. Et évidemment, en préférant le lissage, puisque dans la plupart des contrats, en tout cas c'est le cas chez Abeille, vous avez des options financières qui vous permettent de lisser, en tout cas chez Abeille, sur 12 mois, gratuitement, un certain nombre d'UC. Donc vous pourrez très bien faire votre fonds garanti, vos fonds obligataires dont on a parlé au début, High Yield 2029, fonds à échéance, Alpha Yield, fonds crédit flexible, ça vous le faites en one shot. Et en revanche, sur tout ce qui est dynamique, donc des actions, mais aussi des fonds métaux, là, il ne faut pas chercher à timer le marché. Je crois que c'est toujours le plus grand risque de chercher à timer le marché. Eh bien, vous lissez sur 12 mois cette partie-là de vos investissements, y compris en arbitrage d'ailleurs, puisque vous avez les plans d'arbitrage programmés si vous souhaitez décaler une partie de votre stock, par exemple du fonds euro, vers les métaux. On va maintenant passer, Marion, si tu le veux bien, au deuxième fonds, donc qui est un petit peu plus jeune, le Energy Strategic Metals, donc le fonds qui permet d'investir sur les métaux industriels. Alors, tu as commencé à nous le dessiner quand tu parlais de l'argent. On a l'impression qu'il y a vraiment un caractère critique dont tout le monde commence à prendre conscience. C'est de la nécessité de certains métaux pour réaliser la transition énergétique. Mais complètement, Guillaume, parce qu'en fait, ces dernières années, donc, on a réalisé qu'il fallait qu'on fasse cette transition énergétique, qu'il fallait qu'on décarbone, etc. Donc, le monde s'est mis en route là-dessus. Et puis, même si ça a un petit peu ralenti en Europe, on voit qu'il y a des pays très importants pour la transition énergétique comme la Chine qui font cette transition de façon extrêmement rapide en mettant des montants d'investissement colossaux sur la table, etc. Pourquoi ? Parce que la Chine a envie de... La Chine importe la plus grande partie de son énergie aujourd'hui, elle importe 70% de son pétrole, etc. Et donc elle s'est rendue compte il y a des années qu'elle avait cette dépendance à l'extérieur et elle a envie de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'elle fait la transition de façon aussi intense et aussi rapide. Et pour faire la transition énergétique, il faut installer des infrastructures qui sont physiques et elles sont hyper intensives en métaux. Toutes ces installations-là, quand vous regardez la consommation de métaux d'une voiture électrique par rapport à une voiture, on a écrit conventionnelle, mais voilà, par rapport à un véhicule thermique aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir, que ce soit en diversité de métaux ou en quantité. Et donc, on sait que cette transition, elle va nous faire passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux dans les années qui viennent. Et c'est déjà le cas. Et en fait, on a aujourd'hui, en plus de cette transition énergétique, tout un tas d'autres secteurs qui viennent se rajouter. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. Donc là, vous voyez les investissements sur la transition énergétique qui ont littéralement explosé depuis 2020 et sont des investissements qui sont déployés sur après 15-20 ans. Donc une fois qu'ils sont sur la table, on sait que c'est parti pour une longue durée et ça nous donne beaucoup de visibilité sur cette transition énergétique et sur la demande de métaux qui est associée à cette transition. C'est pour ça qu'on peut modéliser la demande de métaux dans les prochaines années. On sait qu'elle va être beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est les investissements sur la transition. Oui, tu parlais de la transition, mais il y a un truc dont on entend tout le temps parler là, depuis un an, presque trop des fois. C'est un peu comme le tube de l'été, tu sais, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, mais on est quand même obligé de le regarder. C'est les data centers. Est-ce que là aussi, il y a besoin de métaux ? Bien sûr, il y a besoin de métaux pour faire des data centers. C'est à peu près l'essentiel de la structure. Donc, quand vous regardez le développement des data centers, c'est stratosphérique là aussi. Vous voyez sur la droite, on montre un petit peu ce que ça signifie en termes de consommation d'électricité annuelle. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la totalité des data centers, c'est un chiffre de 2024, donc c'est encore pas du tout à jour. Mais c'est entre le Chili et la France. Et en 2035, on devrait être au-dessus de la consommation annuelle d'électricité du Japon et de la Russie. Donc c'est absolument colossal comme déploiement. C'est la Suède qui a stoppé, ou je ne sais plus, le Danemark,
le développement de certains data centers parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre en termes de... En fait, c'est ça, termes parce que d'électricité, la consommation d'électricité est énorme. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est développement du réseau électrique. Il y a l'entreprise qui gère le réseau électrique aux États-Unis, notamment, PJM, donc le PDG de cette entreprise-là, a annoncé il y a quelques jours que si on voulait continuer à construire des data centers aux États-Unis, tu sais que toutes les entreprises de la tech aux États-Unis veulent construire de la capacité, évidemment, pour faire progresser leurs IA, etc. Si on voulait continuer à installer des data centers et continuer à servir la population en électricité, il allait falloir faire des investissements énormes sur le réseau électrique aux États-Unis. D'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être très consommateur de métaux. Oui, puisque les réseaux, les câbles qui transmettent toute cette électricité produite... c'est de l'aluminium, c'est du cuivre, c'est de l'argent parfois, c'est du plomb, c'est du zinc. Voilà. Sur ces métaux. Alors justement, Marion, tu parles du cuivre, ça me fait une transition parfaite. Super. Je crois que c'est la première position du fonds. Je parle sous ton contrôle. Oui, on en a 30% dans le fonds énergie stratégique. Alors, pourquoi vous en avez 30% et c'est peut-être le meilleur exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous arrivez à dessiner la demande attendue un peu plus précisément sur ces métaux en prenant l'exemple du cuivre? En fait, c'est relativement simple. Pour le cuivre, donc là, on a pas mal parlé de la partie demande. L'explosion de la demande sur le cuivre, on la voit déjà depuis plusieurs années. Mais ce qui est très important, c'est de parler de production. Pourquoi ? Parce que si la demande augmente, mais qu'en face, la production augmente aussi, il y a un équilibre sur le marché, on n'a aucun problème. Le marché de matières premières, c'est un marché d'équilibre à un instant T. Si la production est supérieure à la demande, les prix vont baisser. Si la production et la demande sont équilibrées et ça ne bouge pas, à partir du moment où il y a un déséquilibre, les prix se mettent tout de suite à réagir. La production aujourd'hui a de sérieux problèmes. Donc ça, c'est l'exemple du cuivre, mais c'est valable pour tous les autres marchés. La production baisse fortement. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse, ce qu'on appelle de la teneur en minerais dans les sols. C'est-à-dire qu'avant, vous preniez une tonne, vous extrayiez une tonne de matériaux du sol, vous alliez avoir 1,5% de cuivre environ, ce qui est beaucoup du point de vue d'une compagnie minière. Ça semble rien du tout, mais c'est la concentration qu'on avait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a 0,4 à 0,6% de cuivre dans cette même tonne de minerais. On a gratté un peu tout ce qu'il y avait en surface. En fait, on a gratté tout ce qui était facile à exploiter. Et aujourd'hui, il faut aller creuser beaucoup plus loin et vous n'avez pas du tout la même quantité à la fin de métal en rendu. Donc c'est pour ça que quand vous regardez, peut-être le slide suivant, voilà, ça c'est un graphe qu'on a fait nous-mêmes sur la base de ce que les compagnies minières annoncent comme production future dans les prochaines années. Et vous voyez qu'on va avoir une espèce de falaise là à partir de 2035. C'est censé être sur un plateau là ces prochaines années. En réalité, quand vous regardez les chiffres mois après mois, vous voyez que la production est déjà en train de décliner. Donc les annonces des compagnies minières, elles sont trop optimistes par rapport à ce qu'elles arrivent réellement à faire. Mais voilà, l'offre est en train de baisser parce qu'il y a ce déclin de la teneur en minerais, il n'y a pas eu assez d'investissements, les mines sont vieillissantes et vous n'avez pas de nouvelles mines. Alors, vous n'avez pas de nouveaux investissements. C'est une question que je voulais te poser, Marion, parce que tu sais, sur le pétrole, parfois on nous a dit le pic de production. Et d'un seul coup, on découvre, enfin c'est peut-être plus le cas sur le gaz, d'énormes gisements. Est-ce que sur le cuivre, on ne va pas découvrir demain de nouvelles mines ? Ça, c'est la question, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir un nouveau gisement, etc. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on découvre un énorme gisement demain, en moyenne, il faut 17 ans pour le mettre en production. Et on n'a jamais vu sortir du sol en moins de 10-12 ans, on va dire, même sur les projets les plus simples, les plus rapidement mis en place, etc. Donc ça veut dire que déjà, pour les 10-12 prochaines années, on sait qu'il n'y aura rien à l'horizon. Et quand vous regardez les découvertes de cuivre dans les 30 dernières années, 90-99, vous avez 116 découvertes. 2000-2009, vous avez 100 découvertes. 2010-2019, vous avez 35 découvertes. Et là, sur ces 5 dernières années, on a eu 6 découvertes. Et en plus, quand vous regardez la quantité de cuivre qui est découverte, c'est ridicule par rapport à ce qu'on a pu découvrir avant. Et pourtant, on a des investissements encore. Mais il n'y a plus de gros gisements. Ou alors, ils sont dans des pays ultra instables, où c'est très difficile d'accès, etc. Ou alors, ils sont deep water, c'est-à-dire ils sont dans les fonds marins. Donc, oui, d'ailleurs, ça coûte extrêmement cher d'y aller, on a vu sans Trump, parler des coûts environnementaux, etc. On a vu que Trump s'était arrogé le droit de forer les sous-sols
marin des eaux internationales par décret. On verra Il aimerait, c'est des belles déclarations. Si ça va jusque-là. En pratique, les compagnies minières lui ont expliqué que ça allait être difficile. De la même façon qu'il a essayé d'imposer des tarifs sur le cuivre aux États-Unis pour rapatrier la production aux États-Unis. Et puis on lui expliquait qu'en moyenne, aux États-Unis, c'est entre 25 et 30 ans pour ouvrir une nouvelle mine d'un quelconque métal. Donc il s'est dit, bon, l'incitation prix ne va pas suffire à tout de suite me créer de la production supplémentaire. Ce ne sera peut-être pas souhaitable d'un point de vue écologique qu'on commence à aller forer les fonds marins. Bon, ça, c'est évidemment un autre sujet. Alors, donc on a bien compris l'offre, ça va être quand même compliqué d'augmenter l'offre de cuivre. Et de l'autre côté de la demande, alors on a vu que la Chine a réalisé des investissements colossaux. D'ailleurs, ils étaient un peu moins tendus que les autres pays sur le détroit d'Ormuz parce que bon, déjà, ils avaient des stocks énormes de pétrole. Je crois qu'ils avaient 3 mois de stock de pétrole. Ils ont plus que ça. Ouais. Et ils ont aussi maintenant une bonne partie de leur production qui vient des énergies renouvelables. Exactement. Historiquement, on parlait du docteur Copper, voilà, comme j'allais dire Dr Pepper, comme on va dire le thermomètre de l'activité industrielle et notamment en Chine. On voit que la croissance chinoise, elle ralentit là, ces dernières années. Est-ce que ça va pas faire ralentir la demande de cuivre ? En fait, c'est vrai qu'historiquement, cuivre et activité économique, c'est ultra lié. Parce que le cuivre, c'est l'immobilier, c'est l'industrie lourde et c'est la consommation des ménages aussi. Les frigos, les clims, etc. Tout ça, c'est très intensif en cuivre. Donc, vous regardiez la demande de cuivre, c'était un indicateur avancé de l'activité économique. Ces dernières années, ce qu'on voit, c'est que l'activité des secteurs dits traditionnels en Chine ralentit fortement. C'est quoi les secteurs traditionnels ? C'est l'immobilier, c'est l'infrastructure, c'est les industries lourdes, etc. Et ça a tendance à ralentir. D'ailleurs, un peu orchestré par le gouvernement chinois. Mais quand vous regardez la demande de cuivre, en fait, elle est toujours en train d'accélérer. Ouais, c'est ce qu'on voit sur le graphique du Elle est en train de décrocher de la croissance traditionnelle. Et la droite en pointillé. Complètement. Parce que vous avez cette nouvelle demande qui est liée à la transition énergétique. On parlait des data centers. En Chine, il y a aussi la robotique qui est en train de faire une espèce de croissance absolument énorme. On avait vu un show là avec avec les robots qui des robots du kung fu, c'était assez impressionnant. Et c'est vraiment, ça va c'est de 0 à 100 en fait en Chine la croissance de ce genre de secteur. C'est-à-dire qu'une année c'est 0 production de robots, l'année suivante c'est 15 000 et après c'est 30 millions. Enfin j'exagère un peu peut-être les chiffres, mais c'est exponentiel. C'est vraiment ça va très vite. Et ce qui fait qu'en fait la demande de métaux est toujours très très soutenue. Malgré et en fait elle est beaucoup plus résiliente qu'avant au cycle économique. Voilà. D'accord, oui, grâce à ces ça devrait secteurs se poursuivre. Qui viennent prendre le relais de l'industrie traditionnelle chinoise. Alors, on a compris une offre qui est un peu déclinante, une demande qui explose. Du coup, tout à l'heure, tu nous disais qu'on ne peut pas détruire de la demande. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cet équilibre offre-demande si on garde toujours cet exemple du cuivre ? En fait, ce qu'on ne peut pas faire, c'est consommer ce qu'on n'a pas. Donc, je disais, les marchés réagissent à un instant T, à une situation d'équilibre ou pas d'équilibre. Pourquoi ça réagit à court terme comme ça, ces marchés des métaux ? C'est parce que c'est des marchés qui ne sont pas beaucoup travaillés par les investisseurs, par le secteur financier. C'est vraiment des marchés qui appartiennent aux consommateurs de physique, c'est-à-dire aux industriels. Et les industriels, ils ont un cycle très court. Ils réagissent à 6 mois à peu près. Ils ont des cycles d'investissement de 6 mois à peu près pour acheter les matières premières sous-jacentes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez assez de cuivre de décembre à juin, tout va bien se passer pour les prix. Chacun va être servi comme il veut, etc. Si tout d'un coup, au mois de juin, vous commencez à avoir plus assez de production, tout le monde, tous les industriels, vont commencer à se faire compétition pour acquérir des unités de métal et pour pouvoir continuer à faire tourner leur chaîne de production. Et les prix vont monter tout d'un coup très vite, quoi. C'est pour ça que, à partir du moment où on a cette création de déficit, on a cette réaction immédiate des prix. Et dans les prochaines années, parce que la production risque de décliner ou en tout cas ne pourra pas augmenter, et parce que la demande en face augmente, on va a priori, nous c'est ce qu'on pense en tout cas, voir cette hausse des prix s'intensifier et durer dans le temps, jusqu'au moment où on aura une réponse de l'offre, mais ça peut prendre des années, comme je vous le disais tout à l'heure,
parce que ça met du temps à lancer des projets. Oui, d'accord. Donc, si je comprends bien, il faut continuer à investir sur ces fonds-là parce qu'ils risquent d'augmenter. Nous, c'est notre conviction, tout à fait. C'est clairement notre conviction, surtout quand on regarde tous ces éléments qui sont assez structurants, hein, indépendamment de la volatilité de court terme qu'on peut avoir. Alors, je vois qu'il est déjà midi, donc on n'aura pas le temps de vous parler des autres métaux du fonds, mais clairement, on est sur aussi à peu près les mêmes tendances, notamment sur l'aluminium, qui est, je crois, la deuxième position du fonds. Et c'est des métaux, voilà, vous l'aurez compris, qui sont indispensables, ou en tout cas, nous, qu'on juge indispensables à la transition énergétique, avec des mines qui mettent longtemps à être ouvertes, une offre qui est sous tension. Et donc, c'est pour ça qu'on reste très positif pour répondre à ta question, Anthony, sur ces fonds. Alors, avec le même bémol, si je puis dire, que sur le premier fonds, évidemment, c'est intéressant d'exposer vos clients à cette thématique sur les métaux énergétiques, notamment sur le long terme, hein, puisque la transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. En revanche, vous êtes aussi sur des marchés qu'on appelle spot, des marchés de matières premières, beaucoup de volatilité. Vous lissez les points d'entrée et vous n'en mettez pas non plus des proportions inconsidérées dans les allocations. Donc, typiquement, si vous êtes convaincu par les deux fonds, peut-être qu'un client prudent, il peut en avoir 3-4% de chaque fonds. On va dire 3% sur le fonds métaux précieux, 3% sur le fonds métaux énergie strategic metals. Et sur un client équilibré, ça peut monter à 5,5 par exemple. En revanche, sur des contrats retraite, moi, je ne serais pas choqué sur 20 ans de construire une position sur ces deux fonds qui puisse atteindre 15-20% en lissant les points d'entrée sur de très longues périodes. Là, ce serait pas... Et tout va dépendre aussi si c'est du versement libre ou du versement programmé, en fonction aussi des clients et aussi de ce qu'ils vont faire avec leur épargne. Donc, je pense que sur du versement régulier, on va aussi chercher de la volatilité, ce qui va permettre peut-être d'en mettre peut-être plus 7 à 10%, même en prudent, car on va profiter de cette volatilité sur du versement régulier pour aller chercher peut-être une performance aussi plus élevée. Tout à fait, Anthony. Et ça, c'est vraiment clé. Enfin, j'insiste à chaque fois là-dessus, mais c'est en fonction de l'objectif du client, de son horizon d'investissement. Un objectif d'épargne, ce n'est pas un objectif de retraite. Un objectif de trésor d'entreprise, ce n'est pas un objectif d'épargne. Et donc, c'est vraiment absolument clé ce que tu viens de dire. Je vois qu'il est... Excuse-moi, Guillaume, juste un dernier mot sur ce graphe, parce que pour qu'on n'ait pas de... qu'on soit bien d'accord là-dessus. En orange, vous avez le cuivre lui-même, et en bleu, vous avez le secteur des actions minières sur le cuivre. Hein, d'accord ? Donc, beaucoup plus volatile sur les actions, comme vous pouvez le voir. Et on a l'impression que le cuivre ne monte pas. L'an dernier, il a quand même fait 50%. Mais le secteur des actions minières est beaucoup plus volatile, notamment parce qu'il anticipe beaucoup plus les choses que le sous-jacent. Mais voilà, en tout cas, pas du tout le même comportement et pas du tout probablement la même prise de risque sur le marché. Tu fais bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on parle de ces fonds, on nous dit tout le temps « Ah, mais moi, j'ai déjà un fonds or, par exemple, dans les allocations ». Et en fait, à chaque fois que je leur demande le nom du fonds, c'est des fonds. Alors, je ne vais pas citer de concurrents, mais et de confrères. C'est des sociétés minières. Et ça n'a rien à voir, puisque comme tu l'as dit, Marion, on est beaucoup plus corrélé au marché actions. Il peut y avoir des risques idiosyncratiques sur une société en particulier, qui peut subir notamment des aléas dans l'exploitation minière, etc. Enfin, vous avez beaucoup d'autres choses que uniquement le cours du métal. Et c'est pour ça que nos fonds, ils sont vraiment uniques sur le marché français. Je vois qu'il est 12h05, on a presque réussi à tenir le timing. J'interroge mon studio. Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? En tout cas, tout le monde est toujours connecté. Donc, on a réussi à garder tout le monde. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, n'hésitez pas à nous les faire suivre et on y répondra après coup. Encore une fois, il y aura un replay qui sera disponible. Un grand merci, Anthony, pour l'organisation de ce séminaire. On est honorés d'avoir pu démarrer cette longue série de webinaires. Marion, un grand merci de ta disponibilité. C'est toujours un plaisir de t'interviewer. Je ne m'en lasse pas. Rendez-vous pour le prochain webinaire. Le 4 et le 5 juin. Exactement. À 1h de Lyon. Pour le séminaire. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à tout le monde en tout cas. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions sur les fonds que l'on a présentés avec Ofi, vous avez mon numéro. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au besoin si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements. Et puis, vous rencontrerez Guillaume forcément, pour ceux qui sont présents, le 4 et le 5 juin au séminaire du groupement. Merci Marion, merci Guillaume, puis merci à toutes les équipes aussi qui nous ont accueillis sur ce plateau. À bientôt. À bientôt.